Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Alexandre Janet, je suis le responsable du programme French AssureTech. On en parlera un petit peu tout à l'heure, mais surtout je vais vous présenter deux personnes qui vont intervenir avec moi autour d'une problématique, et c'est surtout eux d'ailleurs qu'on va entendre, autour d'une problématique qui est liée à la fraude et plus particulièrement à la fraude en bande organisée. Donc je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Jean Villedieu. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Jean Villedieu, cofondateur de Linkurious. Donc on propose une plateforme d'investigation qui est utilisée par les compagnies d'assurance pour démanteler les réseaux de fraudeurs et de criminalité organisée de manière générale. Merci. Nicolas. Bonjour, Nicolas Auric. Donc, je suis responsable innovation de Groupama Centre-Atlantique, qui est une caisse régionale du groupe Groupama. Et dans le même temps, membre actif et ancien de French AssureTech également, dont Alexandre va parler. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Pourquoi parler de la fraude? Quelques chiffres. Alors, on m'a demandé tout à l'heure de préparer une petite introduction. La fraude, évidemment, sujet majeur dans les compagnies d'assurance. Je vais prendre un tout petit exemple. On a eu la chance dans French AssureTech en début d'année d'interroger, notamment avec nos partenaires de Klein Blue qui sont au fond les 50 dirigeants des 8 compagnies d'assurance que représente French AssureTech, donc Massif, Maïf, Covea, Groupama et d'autres encore. Et on leur a demandé les sujets les plus pertinents, les sujets sur lesquels travailler en priorité, ou en tout cas sur lesquels les poches de productivité étaient les plus importantes. Et la fraude revient sur les 30-40 sujets les plus importants, revient dans le top 5, évidemment, des sujets les plus urgents à traiter. J'ai recherché, et merci notamment à Mansour et aux équipes de Klein Blue, j'ai recherché quelques chiffres pour travailler, pour présenter un petit peu le sujet. On estime aujourd'hui qu'il y a 10 à 15% des sinistres aujourd'hui qui sont liés à la fraude. La fraude contribue à 10 à 15% du coût des sinistres. En 2020, c'était 20% des sinistres qui étaient considérés comme frauduleux ou avec un lien avec la fraude. Et un chiffre à retenir, 2700 milliards de dollars au niveau mondial. C'est ce que représente aujourd'hui la fraude en assurance au sens là. Effectivement, on a choisi avec Nicolas et Jean de faire un focus dessus. Alors vous allez vite comprendre pourquoi est-ce qu'on a choisi ce sujet-là. Peut-être une question pour démarrer. Alors je vais commencer avec toi, Nicolas. Quelles sont les typologies de fraude les plus rencontrées aujourd'hui en assurance? Alors, les plus rencontrés aujourd'hui et les plus rencontrés depuis toujours, on va distinguer deux types de fraudes. Il y a les fraudes que je vais appeler les fraudes à la papa. C'est-à-dire que c'est les petites fraudes tranquilles qu'on fait entre amis. Voilà, le faux sinistre où on va produire potentiellement une fausse facture, où on va exagérer le montant des dégâts sur un dégât des eaux, ce genre de choses. L'accident de voiture qui n'en est pas vraiment un. On s'est pris un poteau, mais en pratique on dit qu'on a retrouvé la voiture comme ça. Tous ces trucs-là. Voilà. Ça, c'est la fraude entre guillemets classique qu'on arrive. Fraude à la papa. Voilà, et donc j'appelle ça la fraude à la papa. C'est vraiment, ça existe depuis toujours. D'ailleurs, si vous voulez des astuces, je pourrais vous en donner sur comment frauder votre assureur. N'hésitez pas. C'est relativement simple, de moins en moins, mais c'est relativement simple. Et n'hésite pas à intervenir, Jean, si tu veux compléter. Après, ce qu'on trouve aussi chez nous, assureurs, alors voilà, je représente Groupama, mais aussi au travers de French AssureTech, on est plusieurs mutuelles, niortaises notamment, on a tous à peu près les mêmes problèmes, les mêmes typologies de cas. Ce qu'on voit émerger depuis quelques temps, depuis globalement la digitalisation massive de la souscription notamment, très très fortement accéléré par la période de Covid, c'est, on va dire, la professionnalisation, la structuration de plus en plus professionnelle de la fraude. Techniquement parlant, on peut frauder de A à Z sans être passé entre les mains d'un seul gestionnaire, souscripteur, commercial ou autre de nos jours. C'est-à-dire que si on connaît précisément quels sont les seuils de détection, quelles sont les mécaniques pour souscrire, quelles sont les mécaniques qui amènent à être remboursé, on peut imaginer d'avoir tout ça. Mais tout en rencontrant parfois un contact humain. Je vais prendre un exemple très concret, voilà, pour essayer de factualiser un petit peu tout ça. Dans ce qu'on détecte en termes de fraude organisée, je prends une adresse au hasard dans la rue, hein, je choisis une adresse au hasard, quel que soit le bien. Je me crée un compte nickel, ça prend 10 minutes, donc du coup j'ai un RIB. Je souscris une assurance habitation.
chez un assureur chez qui je suis jamais allé. Souvent, en plus, c'est sympa, je suis nouveau client, nouveau sociétaire, donc j'ai un mois gratuit. Génial. C'est pas du tout là où j'habite, évidemment, vous avez compris. Et le compte nickel, je l'ai fait avec une fausse identité, évidemment. Tout va bien, je souscris, mon assurance est souscrite. 5-10 jours plus tard, je déclare un petit dégât des eaux, un petit bris-glace, un truc pas grave. Un tuyau qui a pété, une vitre qui a été cassée par un caillou lancé, que sais-je. Ça va me rembourser 400-500 euros. Et en plus, je le fais moi-même. Donc, à la limite, je peux contacter le service client qui va me proposer de faire ce qu'on appelle du gré à gré. C'est-à-dire qu'on ne fait pas intervenir un professionnel pour faire les réparations, mais on donne directement le cash. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, c'est le plus simple, vous savez faire, vous réparez vous-même, on vous donne l'argent, la valeur qu'on a estimée de nous comme étant la juste compensation, et allons-y. 15 jours plus tard, je résilie, j'ai jamais payé, et je repars avec 500 euros. Et ça, je peux le faire des dizaines de fois. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on voit apparaître. Sauf que ça, pour le détecter, c'est potentiellement compliqué. J'ai pas pensé au départ, parce que Groupama, j'ai fait l'économie de présenter Groupama. Parce que Linkurious, ça peut être intéressant que tu nous en dises justement un peu plus sur la société, depuis quand elle existe, combien vous êtes, et surtout les grandes thématiques. Alors on imagine qu'elles sont liées à la fraude, mais pour que tout le monde soit un peu à jour là-dessus. Bien sûr, donc on a un éditeur de logiciels basé en France. La société a été lancée en 2013. On a à peu près une cinquantaine de personnes et on travaille avec une centaine d'organisations à travers le monde. Donc essentiellement des grands comptes. En France, on travaille avec Pôle emploi par exemple, ou le groupe Crédit Agricole. Ailleurs, on travaille avec Zurich Insurance, avec Wells Fargo ou d'autres sociétés de ce type. Et on s'est spécialisé depuis le début dans l'investigation de la criminalité organisée. Donc beaucoup de travail sur les réseaux de fraude et de blanchiment d'argent, mais aussi nous sommes actifs dans le domaine de la sécurité nationale et de la cybersécurité. Merci. Et par rapport à ce que disait Nicolas justement sur l'évolution de la fraude et en tout cas des méthodes de fraude aujourd'hui. J'ai bien aimé ton expression, là, la fraude à papa. Et je crois que c'est intéressant. Enfin, il faut bien contraster le fait qu'on peut avoir des fraudes qui sont simples, de manière unitaire, avec cet exemple d'une fraude de quelques centaines d'euros, et ça peut être un peu plus gros. Et du coup, on se dit, finalement, la faille, le risque, il est limité. Le problème, c'est que derrière, il y a des gens qui sont vraiment capables d'industrialiser ces démarches-là. Donc cette petite fraude-là, on ne va pas la répliquer une fois, deux fois, on va la répliquer 10 fois, 100 fois. Et là, on est vraiment sur d'autres montants que les 500 euros. Si on a affaire à des criminels organisés, on va facilement atteindre le million et plus. Donc c'est vraiment ce genre de choses, ce genre de menaces que nous on voit. Je vais prendre un petit exemple. Du coup, tu parlais de ce sinistre que j'ai reporté. Nous, on a un client qui voit beaucoup passer des accidents de voiture. Donc on a en fait des gens de l'autre côté qui sont des professionnels de l'accident de voiture. Donc ils vont prendre une voiture, la garnir avec 3-4 personnes, avoir une autre voiture, 3-4 autres personnes. Et là on a déjà 7 victimes potentielles pour un seul accident. Et le truc, c'est qu'ils vont ensuite remixer un petit peu les choses. Une fois, une personne est un conducteur, l'autre fois, il va être un passager. On va faire intervenir une autre voiture. Et comme ça, on va générer des dizaines et des dizaines d'accidents de voiture avec un nombre finalement assez restreint de personnes qui sont impliquées. Et à chaque fois, on va contacter les assurances pour obtenir une prise en charge. Et ça peut être assez coûteux, assez dramatique en fait, pour la compagnie d'assurance avant qu'elle se rende compte qu'elle est la victime en fait, d'un groupe de criminels organisés. Parce que souvent aussi, ce qu'on voit, c'est que nos clients n'ont pas forcément cette perception. Ils n'ont pas encore le sentiment d'être face à des criminels qui sont très sophistiqués, très intelligents et qui ont des outils, des processus très efficaces. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur la manière justement dont dont vous traitez ce sujet-là, notamment, je te laisse parler de la techno au sens large que vous utilisez, mais la partie graphe que j'ai trouvé très intéressante lorsqu'on a préparé un petit peu l'intervention, pour nous en dire plus sur la manière dont tu opères si demain tu viens, je sais pas moi, à travailler avec Groupama, la manière dont tu vas faire avancer les choses. Bien sûr. Nous, quelque chose qui est assez important pour nous, qui est qu'on a le sentiment que ce qui est important, c'est vraiment mettre l'enquêteur, l'analyste au cœur du dispositif
et qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils manquent en fait, enfin, ils ont les données, mais elles sont très difficiles finalement à utiliser, à rendre opérables. Donc on essaye de leur donner le maximum d'informations pour prendre des décisions rapidement. Donc concrètement, on utilise une technologie qui s'appelle l'analyse de graphes. On va aider nos clients à connecter les différentes informations qu'ils peuvent avoir. Pour un client donné, je vais voir qu'il est connecté à une adresse email, un numéro de téléphone, un IBAN, à tout un tas de choses. Et non seulement je vais comprendre ces connexions directes, mais je vais comprendre les connexions indirectes qu'il peut y avoir avec d'autres personnes, d'autres entités, et ce de manière, ce à plusieurs niveaux, je dirais en fait. Du coup, de manière très concrète, quand je suis un enquêteur, je vais m'intéresser à un dossier et en quelques secondes, je vais voir tout le contexte qui entoure ce dossier. Et je vais pouvoir voir par exemple que ce sinistre qui paraît isolé, en fait il est relié à 4-5 autres sinistres, avec parfois des éléments assez proches, peut-être un même mode opératoire, un même type de déclaration, un même type de sinistre. Et ça va tout de suite alerter mon esprit sur le fait que j'ai peut-être affaire pas un problème, pas un cas isolé finalement, mais un réseau de criminels. Donc on essaie de donner cette information de manière très visuelle, très simple aux gens qui doivent prendre des décisions pour qu'ils puissent après faire leur métier. Aujourd'hui, concrètement, ce que j'en appelle les enquêteurs, qui sont en fait nos collaborateurs, qui travaillent sur ces instructions de dossiers, sont relativement peu outillés. Effectivement, les données existent, mais il n'y a pas de liens qui sont faits entre elles. Donc ça demande une expertise très très forte. Il y a énormément de choses qui peuvent passer en dessous des radars, parce qu'il n'y a pas de lien de causalité qui sont faits entre les différents dossiers, à partir du moment où les pistes sont suffisamment brouillées. La fraude à la papa, pour revenir là-dessus, on la détecte assez facilement, parce que très souvent, les gens exagèrent. C'est-à-dire qu'ils vont en demander trop. Et c'est là où le réflexe de l'enquêteur est de dire non, là, il y a quelque chose qui cloche, et on va aller envoyer un inspecteur sur place physiquement pour constater les dégâts, par exemple. Et là ça ne tient pas une seconde, la fraude est détectée. Par contre, tout ce qui est mécanique, industrialisé, il faut l'appeler comme ça, de fraude véritablement organisée, là, pour le coup, il faut très longtemps avant de s'apercevoir qu'on est fraudé. C'est très exactement ce que j'en écris. Les exemples que là je donne sont des exemples concrets, mais que malheureusement, nous, on a détectés trop tard. C'est-à-dire que, évidemment, les sommes ont été payées, et les auteurs sont introuvables, parce que très souvent ce sont des pseudos, assez logiquement. Et quand bien même on irait les retrouver, ça va nous coûter plus cher d'aller récupérer l'argent, si on leur a donné 400 €, que de dire, bon, ben, hop, tant pis, ils ont résilié, qu'ils s'en aillent, qu'ils aillent embêter quelqu'un d'autre. Donc on est vraiment dans une logique où si les outils pouvaient nous aider à anticiper, enfin, de façon proactive, à pouvoir détecter ces alertes-là, ce serait très clairement un plus. Merci. Moi, j'ai un sujet en vous écoutant. Alors forcément, je suis responsable d'un programme d'accélération notamment. Donc, travailler entre les grands groupes et les startups, c'est un sujet en tout cas, que j'essaye de connaître. Il y a un sujet qui est central dans tout ça, c'est le sujet de la data, du traitement de la data. Je ne vais pas demander à Nicolas d'exposer la manière dont est traitée la data chez Groupama, mais j'imagine que c'est comme dans tous les principaux grands groupes, c'est compliqué de traiter cette data. Tu l'as dit un petit peu en introduction. C'est compliqué de la sortir, c'est compliqué de la traiter, de l'analyser. C'est compliqué d'y avoir accès. La première question, moi, je me place dans une collaboration entre ta société et une compagnie d'assurance traditionnelle. Comment tu vas rassurer aujourd'hui un DSI sur l'exploitation de sa data? Nous, souvent, on est dans des démarches qui sont très progressives. Et donc, on a des clients qui ont déjà de la donnée et qui sont frustrés parce que elle est difficile finalement. Enfin, c'est difficile de la rendre accessible aux gens des métiers. On essaye d'y aller par petits pas, de commencer avec un premier périmètre de données qui apporte déjà de la valeur, qui permet déjà, entre guillemets, d'attraper les cas de fraude les plus problématiques. Et ensuite, on rentre dans une dynamique assez positive où les gens des métiers voient la valeur. Très concrètement, ils vont dire « Ok, ça m'intéresse, mais je sais qu'il y a une autre information qui est disponible et j'aimerais bien la voir. » Et ensuite, on rentre dans les boucles itératives en mode agile pour, au fur et à mesure, je dirais, augmenter le périmètre. Donc, on essaie d'être vraiment très pragmatique.
Effectivement, c'est un gros sujet, mais je pense que pour la plupart d'entre vous, cet accès à la data est un enjeu majeur pour nous, notamment lorsqu'on veut travailler avec des startups. Et il y a un deuxième enjeu majeur que je vois naître dans ces sujets-là. Cette data, il y a évidemment la data de chacun des assureurs, mais lorsqu'on traite de la fraude en bande organisée, souvent on ne se contente pas de travailler, on ne se contente pas de frauder un assureur, on en fraude plusieurs. Et c'est peut-être grâce à cette connexion avec l'ensemble des assureurs que tu arrives, tu me diras si je me trompe, mais que tu arrives à détecter peut-être un plus grand nombre de fraudes. Et du coup, moi, le sujet, et je te laisse la parole, le sujet, c'est la mutualisation entre les compagnies d'assurance, les mutuelles au sens large. C'est un enjeu pour vous, et si oui, où est-ce que vous en êtes par rapport à tout ça? Alors, d'abord, c'est sûr qu'il y a un potentiel énorme. C'est-à-dire que, effectivement, si on additionne les données de chacun, entre guillemets, bah, là, tout de suite, on peut détecter des choses qui sont invisibles quand on a un regard qui est très, très centré sur ce qui se passe dans sa propre société. Ensuite, ça, je dirais, c'est la mutualisation dans ce prisme-là. C'est vraiment quelque chose qui est un peu l'arme atomique pour lutter contre les réseaux de fraudeurs. Ensuite, le revers de la médaille, c'est que la lutte plus efficace contre la fraude de M. Tartampion, bah, c'est le gros problème de liberté civile et de vie privée de Madame Michu, quoi. Donc il y a cette dynamique un peu compliquée à gérer qui fait que c'est un sujet délicat. Et je pense qu'il y a des différences en termes de sensibilité, à la fois au niveau politique, au niveau sociétal, sur les sujets qui sont liés au financement du terrorisme, par exemple, et au blanchiment d'argent, où on voit que l'acceptation autour du partage de données, il est quand même plus évident. Et la fraude, c'est quand même un peu moins le cas de ma perspective. Donc beaucoup de potentiel, mais... Oui, il y a beaucoup de... Enfin, moi, je vois le potentiel. C'est vrai que là, pour le coup, au sein même d'une structure type French AssureTech, si on pouvait ne serait-ce que nous utiliser nos données, on voit que c'est pas toujours simple, mais dans l'absolu, quand on essaye de travailler sur des sujets en commun, partant du principe qu'on va aller travailler sur des sujets non concurrentiels, là, typiquement, on est dans du non concurrentiel. On ne se prend pas des parts de marché en partageant de l'information autour du fait que Madame Michu est une fraudeuse. Mais effectivement, il y a ce sujet sociétal, entre guillemets, du fait que, au final, tout le monde doit avoir droit à une assurance. Bon, ça, c'est un sujet qui reste à traiter. Mais je suis sûr que Alexandre, avec French AssureTech, tu vas réussir à faire des choses en commun sur ce sujet. Oui, certainement. Je ne sais pas, on verra, mais un mot peut-être pour dire aujourd'hui où est-ce que vous en êtes sur le marché français, peut-être à l'international, le nombre d'assureurs avec lesquels vous travaillez? Alors, nous, on travaille aujourd'hui avec une poignée d'assureurs à travers le monde. Un des noms sur lesquels on a le droit de communiquer, c'est Zurich Insurance. Si vous passez par notre stand, on pourra partager plus d'informations. On a un petit dépliant qui explique comment on les a aidés à accélérer leurs investigations par un facteur de 10. C'est un exemple qu'on a. En France, on travaille aussi avec Pôle emploi, où là aussi, il y a des grosses problématiques de fraude. Et les fraudes, ça se chiffre en plusieurs... la fraude individuelle, ça peut être plusieurs millions d'euros. Et aujourd'hui, on fait à peu près 80% de notre chiffre d'affaires étranger. Donc on travaille aussi beaucoup avec des institutions financières, à la fois côté assurance, mais aussi banque, société de transfert d'argent aux États-Unis et partout en Europe. Merci beaucoup. Merci à tous.